bien sûr, on peut demander le visa pour voyager quand on a, avec le titre de voyage. Mais je sais qu'il y a par exemple, des compagnies aériennes avec qui ça fait problème. Les titres de voyage, peut-être comme Air France, là. Ça, je ne parle pas du visa, moi je parle du ticket d'avion. Il y a des compagnies comme Air France où les gens m'ont dit qu'ils ont eu des déconvenus parce que ceux-là ne comprenaient pas c'est quoi un document de voyage, c'est pas un passeport ordinaire et tout. Mais ça, c'est une chose. Mais maintenant, pour ceux qui demandent le visa, la plupart du temps, vous demandez le visa pour aller où vous voulez. Mais pour aller en Italie et en Allemagne, c'est l'autre jour qu'on m'ajoutait l'Italie. Moi, je connaissais l'Allemagne. On ne demande pas de visa quand on a un titre de voyage pour réfugié, on veut voyager. On peut aller. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à l'arrivée là-bas, à la frontière, à l'aéroport? Quelle arrivée? Dans quel pays? Comme l'Égypte, si tu voulais visiter Non, là-bas. vous devez prendre le visa. Moi, je vous dis, l'endroit où je sais que vous ne prenez pas de visa, c'est l'Italie et l'Allemagne. Mais si vous voulez aller en Égypte, vous demandez le visa. Est-ce que vous faites aussi les demandes là, comme quelqu'un qui est ici au Canada, il voulait par exemple aller visiter l'Égypte, s'il vient Non, chez vous? je ne fais pas les demandes pour l'Égypte. Moi, je ne fais pas les demandes de visa pour aller en Égypte ou ailleurs, non. Je m'occupe du Canada. Merci Allez sur le beaucoup. site internet de l'ambassade de l'Égypte, vous allez voir comment on demande le visa pour l'Égypte. Alors, votre question. Quelqu'un dit qu'on va finir en beauté et on va aller à AZ. Bon appétit, surtout avec un bon vin. D'accord. Voilà, un bon Je peux vin, parler? bon appétit. Voilà. Allez-y. Oui, j'avais une question pour vous. En fait, moi, j'aimerais savoir, pour lancer la procédure de conjoint de fait, Oui. euh, est-ce que c'est rendu au mois de juin 2026? L'immigration a arrêté? Ok. Il y a des gens qui m'ont insulté d'ailleurs l'autre jour parce que j'ai dit qu'on pouvait encore lancer. Écoutez, sur le plan technique, hein, sur le plan du droit même, la procédure n'a pas été arrêtée. Ce sont les demandes d'engagement. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait chercher sur l'intelligence artificielle. Je ne travaille pas avec ça. Hein. Donc moi, je vous dis, sur le plan du droit, sur le plan technique, rien ne vous empêche de faire une demande de résidence permanente, de faire votre parrainage. Rien ne vous empêche. Vous le faites au niveau fédéral, parce qu'il faut qu'au niveau du fédéral, vous soyez accepté comme garant. C'est une étape. Maintenant, je ne connais pas la loi est nouvelle, je ne connais pas exactement, hein, je ne connais pas exactement comment ça peut se passer au niveau fédéral, mais rien n'empêche de déposer un dossier au niveau fédéral. Peut-être pour gagner du temps, parce que lorsque le fédéral vous accepte comme garant, le fédéral vous envoie au provincial au Québec d'aller faire une demande d'engagement. Et tout le reste, c'est la demande d'engagement. Donc, maintenant où je vous parle, si vous voulez faire une demande au niveau fédéral, je ne vois pas pourquoi il ne recevrait pas la demande. Donc, on n'a pas besoin, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre. Hein? On ne peut pas dire que la demande de parrainage est suspendue au Québec, on ne peut pas le dire. Hein? Mais on dit la demande d'engagement qui est une partie de la demande en elle-même. Donc, ceux qui sont sages prendraient plutôt le risque de faire une demande au niveau fédéral et attendre et voir comment. Est-ce que le fédéral va geler pour attendre? Est-ce que le fédéral va traiter jusqu'à une étape? On ne peut pas savoir. Donc, je conseillerais à ceux qui veulent être prudents de faire la demande au fédéral et d'attendre. Parce que en juin 2026, là, peut-être il y aura des milliers de demandes en attente. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des milliers de demandes en attente, donc, que je ne sais pas si ça répond à la question, j'ai coupé très vite. Déjà pour aller aux États-Unis? Non. Ok, c'était ma seule préoccupation. Merci. Oui, bonsoir, monsieur Henri. Bonsoir. Oui, je voulais savoir, moi je suis marié, mais je suis au Québec. Vu que la procédure du parrainage traîne beaucoup au Québec, si je fais un visa étudiant pour ma partenaire et qu'elle arrive ici, elle n'est pas pour aux études, est-ce que ça aura un impact sur la procédure? Vous voulez que je vous apprenne à tricher? Pourquoi elle arrive et ne part pas aux études? Parce que je veux juste que c'est un moyen pour qu'elle entre et attendre le parrainage sur place. Non, écoutez, quand vous dites qu'elle va aller aux études, il faut qu'elle aille aux études. Mais bien entendu aussi, si vous voulez qu'on parle de la loi, hein, alors, le ministre avait pris une résolution comme ça et de permettre que les gens qui n'ont pas les papiers puissent demander quand même, puissent quand même être parrainés à partir de l'intérieur. Hein. Ok. Voilà. À partir de l'intérieur, on peut le faire même si on n'a pas des papiers. Mais je ne vous encourage pas à faire une demande pour qu'elle vienne et ne pas aller aux études, alors que vous avez dit, si vous dites ça, ça veut dire que
vous venez tricher à Mondio Vision, vous venez dire à Mondio Vision que je vais tromper le gouvernement canadien, je vais dire que ma femme vient pour les études. Alors qu'elle ne vient pas pour ça, est-ce que c'est bon? Ah, non. Vous voyez que c'est mal dit, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, nous, on n'est pas là pour vous faire ne pas respecter la loi. Nous sommes là pour vous faire respecter la loi. 2026, on risque de suspendre encore quand le nombre de personnes qu'on voudra pour les demandes d'engagement sera plein sans que vous ne soyez là. Donc, je conseille toujours de laisser au moins son dossier au fédéral. Alors, Est-ce possible de parrainer son conjoint s'il a été imposé la pension alimentaire? vous pouvez le parrainer, mais vous ne pouvez pas parrainer. C'est vous. Vous ne pouvez pas parrainer si vous avez une pension alimentaire que vous ne payez pas. Mais lui, s'il a une pension qu'il ne paye pas, vous pouvez le parrainer. Terre de Dieu, je ne sais pas qui il est exactement, et qu'il m'écrive maintenant. Qu'il m'écrive maintenant, je vais répondre juste après le direct. Mais en général, oui, je peux vous dire, hein, moi j'ai quelqu'un qui a quitté mon cabinet, je vais profiter pour vous raconter cette anecdote. Il a décidé de retirer son dossier chez moi parce qu'il estime que quand il m'appelait, je ne décroche pas le téléphone. Hein? Il estime que lorsqu'il m'appelle, je ne décroche pas le téléphone. Parce que, vous savez, vous appelez, lorsque vous traitez avec un Africain comme vous n'avez pas, vous ne savez pas comment on respecte un Africain. Vous allez appeler à minuit, vous allez appeler samedi, vous allez appeler dimanche. Hein? Donc, lui m'appelait, il estimait que je ne décroche pas le téléphone. Et bien entendu, je suis d'accord, je ne décroche pas facilement le téléphone. Ça dépend de qui m'appelle et pourquoi. Parce que j'ai des numéros du bureau. Le bureau, il y a 5 employés, vous voyez comment c'est grand. Il y a 5 personnes qui travaillent ici. Hein? Vous voyez, il y a 5 personnes qui travaillent et ils sont là pour répondre à vos petites préoccupations. Moi, le consultant, je suis là, pas seulement pour... Je ne suis pas là pour savoir que mon dossier à quel niveau, des petites questions qu'on vous posez comme ça, vous devez poser au bureau. Hein? Parce que le consultant est là pour des choses sérieuses. Donc, c'est normal que si vous écrivez seulement, vous dites d'abord bonjour. Vous attendez quand je vais répondre le bonjour avant de dire pourquoi vous écrivez. Hein? Si ce n'est pas une conversation privée que vous sollicitez, c'est sûr que je ne vais pas décrocher le téléphone. Mais si c'est une conversation qui a un rapport au travail parce que vous êtes client, vous pouvez tester en m'écrivant, mais si je ne réponds pas, vous avez les numéros du bureau, au moins 2 ou 3 numéros du bureau. Pourquoi vous ne contactez pas ces numéros? Mais j'insiste, si c'est quelque chose de privé, lancez-moi un appel, je ne sais pas qui a fait. Là, c'est autre chose. Parce qu'en général, dites-vous que les consultants ne donnent pas leur numéro, ou les avocats, ils ne donnent pas leur numéro privé à leurs clients. Mais moi, je le donne pour prévoir, parce que parfois, les membres du personnel font des bêtises. Et quand ils font des bêtises, il faut bien que vous soyez capable de me dire directement. Donc, quand je vous donne ce numéro, mon numéro privé, utilisez-le à bon escient. Je vous ai dit que quelqu'un avait retiré son dossier parce que je ne décrochais pas. Et lui-même, il est revenu me dire 1 an après qu'il avait pris à les donner chez quelqu'un d'autre, chez un avocat. Lorsqu'il appelait le secrétariat, ne décrochait même pas l'avocat. Il parlait, souvent il insistait, il veut parler à l'avocat, on le passait à l'avocat. Un mois, on lui envoyait une facture à la maison. Lundi 10 janvier, vous avez appelé 5 minutes, on met le prix. Tel jour, vous avez appelé, et c'est comme ça que ça se fait. Vous payez, c'est-à-dire vous payez déjà votre contrat pour la demande d'asile, mais les jours que vous appelez, on chronomètre, parce que vous perdez du temps, on ne vous a pas contacté. Vous appelez pour poser des questions bêtes. Hein? Ceux qui sont vraiment mes clients savent que si vous avez vos questions personnelles, moi, on peut en parler. Mais si c'est pour le travail, si je ne décroche pas, écrivez au bureau. Hein? Mais si ce n'est pas pour le travail, dites à Seigneur de m'écrire maintenant. Dans 5 minutes, le temps que je serai au volant, là, je vais répondre. C'est tout.